Cette seconde tribune va porter sur la question de la personnalité juridique de l'animal, qui est une question difficile et technique, parce que là, nous parlons non pas de déclaration générale, mais d'une question juridique de principe. Je vous propose que nous ayons donc 3 interventions de 10 minutes avant d'ouvrir le débat. La première sera faite par Florence Burgat, qui est professeure, qui est philosophe et qui donnera un point de vue englobant sur ces questions. Je donnerai ensuite la parole à Jean-Pierre Marguenot, qui est professeur émérite et un très grand spécialiste du droit animal ou animalier. Il préfère le mot d'animalier au mot d'animal, mais il interviendra. Et le troisième intervenant sera Laurent Néret, également professeur de droit, spécialiste de l'environnement, mais plutôt de l'environnement que du droit animal, et donc qui présentera, comme dans la table ronde précédente, un point de vue qui permettra d'élargir le débat et d'avoir une diversité de points de vue. C'est à vous. Monsieur Schweitzer, merci beaucoup de m'avoir invité à ce colloque. Donc, je vais présenter pendant 10 minutes quelques réflexions qui sont effectivement liées à l'approche philosophique. La raison se rebelle en constatant que le droit positif bafoue le principe de non-contradiction énoncé par Aristote, selon lequel il est impossible de poser ensemble A et non-A dans la même proposition. Définir les animaux comme des choses ou des biens et les traiter comme tels est le fruit d'une décision et non d'une quelconque ignorance de ce que sont les animaux. Définir les animaux par leur sensibilité, au sens de la sentience, puisque nous avons évoqué ce néologisme, afin de les distinguer des biens ou des choses et continuer de les soumettre à leur régime, est une contradiction. Une contradiction qui énonce le mal qu'elle fait et l'entérine. Ainsi que l'ont noté plusieurs juristes ou philosophes du droit, la scène du droit n'a pas grand-chose à voir avec la scène de la nature. Le droit est la création d'un champ autonome qui rompt notamment avec les exigences philosophiques. Il produit et se nourrit de fiction, il est l'espace du comme si. Par exemple, faisons comme si les animaux étaient des choses. Mais la fiction juridique n'est pas rhétorique, elle se mue en réalité. Ce qu'énonce le droit positif est performatif. L'énonciation entraîne ipso facto l'action. Soucieuse du fondement des décisions prises par le législateur, la raison s'interroge sur la toute-puissance du droit qui fait plier le réel et contraint certaines de ses parties à entrer dans des catégories qui les brisent. Le cas des animaux est à cet égard exemplaire. Soumis au régime des choses, ils deviennent, dans le monde réel, des choses, et plus précisément des biens consomptibles, c'est-à-dire dont l'usage implique la destruction. Loin d'avoir émancipé les animaux de certains usages violents ou létaux, les progrès techniques et scientifiques ont au contraire intensifié, diversifié et décuplé ces usages. La lecture de la législation portant sur les animaux pousse au constat troublant que nous préférons les animaux morts plutôt que vivants. En effet, les réglementations encadrent et légalisent la mise à mort de millions d'entre eux dans les abattoirs, les laboratoires, dans les campagnes, les forêts ou dans les eaux. EAUX. Pourquoi tenons-nous tant à notre droit de tuer les animaux? Qu'est-ce qui se joue dans cette répétition indéfinie et qui s'amplifie? Nonobstant, le législateur définit les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Il affirme ainsi qu'ils sont les sujets d'une vie de conscience. La directive de 2010 sur l'expérimentation rappelle que les animaux ressentent la douleur, la souffrance et l'angoisse,
et qu'ils ont, je cite le paragraphe 12, une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Selon une solide tradition philosophique, la sensibilité constitue le critère nécessaire et suffisant à la reconnaissance de droits forts. La sensibilité oblige. Elle est ce que la philosophie nomme un critère moralement pertinent. Il semble, écrit Jean-Jacques Rousseau, que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible, qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité inutilement par l'autre. Il s'agit de la préface au second discours. Pourtant, la perspective d'inclure les animaux dans le cercle des personnes suscite souvent une réticence, probablement parce que le langage courant assimile personne et être humain. Mais l'histoire de la notion de personne nous apprend que les entités qu'elle désigne sont aussi multiples que diverses. Certaines définitions de la personne sont de nature psychologique, par exemple le sentiment d'une identité qui persiste au fil des expériences. La théologie chrétienne parle de Dieu en 3 personnes. Pour le christianisme, comme pour l'humanisme métaphysique, l'être humain est lui seul jouit de l'éminente dignité de la personne. Pour les kantiens, en revanche, l'être humain et la personne ne coïncident pas. Selon l'un d'entre eux, Hugo Tristram Engelhardt, les êtres humains qui ne sont pas encore ou plus des personnes, qui ne sont pas ou plus des agents moraux, des individus autonomes, conscients d'être les acteurs de leurs actes, sont certes, je cite cet auteur, des membres de l'espèce humaine, mais ils n'ont pas, en eux-mêmes et par eux-mêmes, de statut au sein de la communauté morale. Aussi est-ce sur la base de l'utilité sociale que l'on traitera ces individus comme s'ils étaient des personnes. Fin de citation. Se dessine donc alors une définition prescriptive de la personne. On décrit un individu, mais on le déclare être une personne. Le droit décide de lui attribuer une valeur morale qui impose de le traiter comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Le droit romain classait les esclaves parmi les biens, tout en sachant qu'ils étaient en vérité des hommes identiques à ceux qui étaient rangés parmi les personnes. La qualité de personne, qu'elle soit offerte ou refusée, n'a, on le voit, pas grand-chose à faire avec des critères de validation. Le législateur peut décider, peut déclarer qu'un homme est un bien ou qu'un embryon est une personne. L'octroi de la qualité de personne ne répond pas d'abord à un ensemble de critères positifs, descriptifs. Mais le souci philosophique du fondement conduit à ancrer la prescription de droits fondamentaux dans la sensibilité. Des individus aux qualités et attributs profondément différents peuvent être des personnes dès lors que ce que l'on prend en compte, c'est le mal qui peut leur être fait, douleur, souffrance, angoisse. Ces dernières années, des tribunaux ont accordé à certains animaux, dont les dauphins, qui ne ressemblent pourtant pas aux humains, le statut de personnes non humaines et de sujets de droit. Ce que nous savons des animaux ne nous invite-t-il pas à donner ce statut? Des éthologues, au vu du caractère fondamentalement individué des comportements animaux, utilisent volontiers la notion de personne animale. Que l'on se tourne vers la démarche fondatrice propre au droit naturel, fonder le droit sur la nature des choses, ou vers celle inverse, propre au positivisme juridique, c'est-à-dire le droit n'est rien d'autre que ce que l'on décide, la tâche du défenseur des droits des animaux est doublement justifiée. Car d'un côté, le droit positif reconnaît explicitement les critères qui fondent les droits, sensibilité, douleur, souffrance, angoisse, et de l'autre, il édicte des règles qui piétinent radicalement les intérêts des animaux, des règles qui sont en totale contradiction avec les définitions de l'animal qu'il a par ailleurs posées. Être sensible, ressentir la douleur, la souffrance et l'angoisse
et dans le même temps être implacablement soumis et de façon licite au pire des traitements, voilà qui ne saurait être trop longtemps toléré. Ranger les animaux du côté des personnes introduirait dans le droit une lisibilité autre que celle dictée, souvent, en tout cas concernant les animaux, par la puissance de l'argent et des lobbies d'une part, mais aussi par le sentiment que nous sommes dans notre bon droit en instituant massivement leur mise à mort d'autre part, comme si aucune autre relation que celle qui se termine dans le sang n'était envisageable entre eux et nous. Merci beaucoup pour cet éclairage qui nous permet de prendre de la hauteur. Et maintenant, je donne la parole à Jean-Pierre Marguenot pour une dimension juridique de ce que vous avez exprimé sur le plan philosophique et éthique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, je préfère parler de droit animalier, parce que quand on dit droit animal, pour éviter la répétition, on en arriverait vite à parler du droit bête, et ça me gênerait beaucoup. Depuis quelques années, souffle un vent de personnification des éléments de la nature. La rivière Ouangani en Nouvelle-Zélande, le Gange, les dauphins comme Florence Burga vient de le rappeler, les glaciers et ainsi de suite. Et ce vent de personnification touche aussi les animaux. Les animaux en tant qu'êtres sensibles, en tant qu'individus, les animaux en tant qu'espèces. La personnification de l'animal individu, être sensible, nous est venu du tribunal de Mendoza. C'est la femelle chimpanzé Cecilia qui s'est vue reconnaître la qualité de personne juridique non humaine pour lui conférer les droits de l'habeas corpus de façon à la transporter dans un sanctuaire au Brésil. Je note au passage que cette personnification, cette première personnification d'un animal, être sensible, doit beaucoup à la déclaration universelle des droits de l'animal, puisque Madame la juge Mauricio cite expressément l'article 4 de la première version de la Déclaration universelle des droits de l'animal, suivant laquelle l'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s'y reproduire. Donc, on est là en l'honneur de la Déclaration universelle des droits de l'animal. Vous voyez les effets qu'elle a déjà produits ailleurs. La personnification des animaux en tant qu'espèce est à l'œuvre aussi en France, en Nouvelle-Calédonie, où il existe, comme vous le savez, 3 provinces qui ont chacune une encore plus large autonomie, notamment en matière de droit de l'environnement. Chacune de ces 3 provinces est dotée de son propre code de l'environnement, et la dernière à l'avoir fait, c'est la province des îles Loyauté, dont le code de l'environnement a été publié le 1er avril dernier, et qui, dans son article 110-3, énonce que, compte tenu des liens particuliers qui unissent le peuple et la civilisation kanak à la nature, certains éléments de la nature peuvent se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres. Et les éléments de la nature qui se verront reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres devraient être en train d'être sélectionnés ces temps-ci. Et d'après les nouvelles qui m'avaient été livrées il y a quelque temps, les premiers candidats, ce sont les espèces totémiques, les tortues et les requins. La Nouvelle-Calédonie, c'est loin. Mais c'est la France. Alors, si les requins et les tortues, en tant qu'espèces totémiques, sont sur le point de se voir reconnaître la personnalité juridique, et dans l'Hexagone, et votre cheval, et mon chat Ellington, pourquoi pas eux? Et bien là, on en arrive à une question qui amène à se demander si ce vent de personnification n'est pas un vent de folie. Et ici, nous retrouvons un auteur
que tous ceux qui parlent en France de personnalité juridique des animaux devraient avoir lu, c'est René Demogue, qui en 1909, à la revue trimestrielle Droit civil, avait écrit un article intitulé « La notion de sujet de droit » où tout avait été déjà dit et anticipé. Et voilà ce qu'il disait à un moment donné. Faire de l'animal un sujet de droit, quelle horreur, quelle abomination. À entendre ces cris, ne semblerait-il pas qu'il s'agit d'imiter Héliogabale faisant son cheval consul? Mais il ne s'agit pas de cela, s'insurgeait-il. Ceux qui font ces critiques ou ont ces sourires placent la question sur un terrain qui n'est pas le sien. Il s'agit simplement de poser une règle technique. Est-il commode pour centraliser des résultats souhaitables, de considérer même les animaux comme des sujets de droit? Et ça nous amène à la première question. La personnalité juridique des animaux est-elle commode? Et la deuxième question sera, la personnalité juridique des animaux est-elle faisable? Première brève partie, la personnalité juridique des animaux est-elle commode? Eh bien, elle est commode de deux points de vue. D'abord, et c'est peut-être le plus important, pour faire disparaître la contradiction que Florence Burgat vient d'exposer. Depuis la loi de 2015, et j'ai noté avec plaisir dans le message préliminaire et nocturne de M. Rançon l'hommage qui a été rendu à cette réforme de 2015, qui a fait beaucoup plus que ce qu'on avait cru qu'elle ferait. Eh bien, les animaux ont été juridiquement extraits de la catégorie des biens. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, première phrase. Sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens. Et on a tendance à se gausser de cette deuxième phrase, mais je crois que l'on dit même presque plus que la première. D'abord, ils ne sont soumis au régime des biens qu'à titre subsidiaire, et ils n'y sont soumis que par une fiction juridique. Dire qu'ils sont soumis au régime des biens, c'est dire, on ne peut plus clairement, qu'ils ne sont plus des biens. Et la loi de 2015 ne s'en est pas tenue à cela. Elle a aussi chassé méthodiquement toute trace des animaux dans les deux sous-catégories de biens connues à ce jour, les meubles et les immeubles. Et donc il reste une petite ambiguïté qui est l'intitulé du livre 2e du Code civil qui s'intitule toujours « Des biens et des différentes modifications de la propriété ». Ça aurait dû être logiquement des animaux, des biens et des différentes modifications de la propriété, mais il reste que les animaux ne sont plus juridiquement des biens. Et que sont-ils devenus? Il n'est dit nulle part que ce sont des personnes. Mais ça crée une situation d'ambiguïté qui trouble beaucoup de juges qui se prononcent sur les questions de droit animalier depuis 2015. Ils ne savent plus trop comment aborder un certain nombre de questions. Ce ne sont plus des biens, mais ce ne sont pas des personnes. Ils sont un petit peu dans l'attitude caractéristique du chien qui chasse le hérisson. Je ne sais pas si vous avez observé le face-à-face du chien et du... Ça pique, ça bouge, c'est vivant. Bon, les juges, bien, la personnalité juridique pourrait être le moyen de sortir de cette contradiction. Il y en aurait d'autres moyens. Il y aurait la solution que préconisait monsieur le député Philippe Gosselin, qui avait très bien compris au moment du vote de la loi de 2015 que ça allait être un changement théorique considérable et qui avait proposé une autre formule qui aurait ajouté à l'article 516 du Code civil une nouvelle, qui aurait modifié la modification de tous les biens sont meubles, immeubles ou animaux. Ce qui aurait fait des animaux une nouvelle catégorie de biens. Il est possible qu'on en revienne à cette étape-là. Il est possible aussi de créer une catégorie intermédiaire, les centres d'intérêt dont avait parlé Gérard Farja. Il est possible aussi d'en arriver à sortir de cette contradiction par la personnalité juridique des animaux. Ça présenterait aussi une utilité pratique, en dehors de sortir de cette incohérence. Cela permettrait de compléter la personnalité, la protection des animaux autrement que par le droit pénal.
la protection des animaux, elle n'est pas si mal faite que ça, notamment en France. La répression des actes de cruauté, des mauvais traitements, et ainsi de suite, c'est pénalement sanctionné. Seulement, Monsieur le Président Costa a fait allusion à la théorie des obligations positives. Pour arriver au bien-être des animaux, de telle ou telle catégorie d'animaux, il faut des obligations positives derrière lesquelles il n'y a pas nécessairement une infraction pénale. Et un auteur qui a peut-être été cité en cours de route, qui s'appelle Stephen Wise, a écrit quelque part que pour améliorer la protection des animaux, il faut nécessairement passer par la personnalité juridique, parce que sur le plan civil, si on n'est pas une personne, c'est comme si on n'était rien, on pourrait tout aussi bien être mort. Et cette idée, suivant laquelle la personnalité juridique serait le moyen de relayer sur le plan civil la protection des animaux, est aujourd'hui défendue par mon vieil ami le doyen Jacques Leroy, que je connais depuis une trentaine d'années et qui, pendant 25 ans, s'est toujours moqué de mes conceptions personnificatrices des animaux et qui, depuis 5 ans, est le symbole de la personnalité juridique des animaux, a découvert que la protection pénale, ça ne suffisait pas et qu'il fallait en passer par la personnalité juridique de manière à ce que l'intérêt des animaux se convertisse en droit subjectif. Bien, voilà pour la pertinence, l'utilité. Maintenant, est-ce que ça serait faisable? Eh bien, c'est fini. Le débat qu'a ouvert le professeur Marguenot méritera d'être développé dans la suite des questions parce que c'est un vrai débat de droit. On va entendre maintenant le point de vue de Laurent Néret et puis nous ouvrirons le débat. Merci, cher Louis. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, je crois que de manière unanime, on ne peut que se féliciter de tout débat et de toute réflexion qui mène à protéger, à aller au-delà de l'existant, qui n'est pas complètement satisfaisant, de la situation de l'animal ou des animaux. Et la question qui est soulevée ici dans cette seconde table ronde est celle de passer un cap. Pour se demander passer un cap au-delà de la déclaration des droits de l'animal qu'on a sous les yeux, pour atteindre le statut de personne juridique. Alors, pour légitimer cette réflexion, quelques mots pour revenir au chevet de l'animal, du contexte. Moi, je crois que ce qui légitime cette réflexion aujourd'hui, plus qu'hier, c'est un double changement. D'abord, une augmentation de notre sensibilité, au sens de notre émotion, à l'égard de l'animal, au singulier, ce chat maltraité et dont on filme la maltraitance que l'on diffuse ensuite sur les réseaux sociaux, de cet animal, de cet orang-outan, de ce chimpanzé dans un zoo qui, pour les uns et les autres, est quelque chose qui n'est plus supportable. Je pense au spectacle également des dauphins ou des orques, qui là aussi sont des choses qui aujourd'hui ne sont pas perçues de la même manière. Et là encore, on sait à quel point les images ont entraîné un changement de perception et du coup un changement du droit. C'est évidemment dans les abattoirs, mais avant cela, les poules pondeuses dans leur cage où l'on ne veut plus de manière quasi unanime de ce genre de choses et en être d'une certaine manière les complices. Ça, c'est l'augmentation de cette sensibilité assez générale qui se traduit d'ailleurs en politique. Si l'on regarde les résultats de l'élection portugaise de ces derniers jours, le parti animaliste a une place centrale. Et pour avoir été au Portugal à ce moment-là, on a dit à quel point c'était quelque chose de très ancré dans la société. Je parlais donc de ce rapport que l'on a, tout de même en voulant introduire une forme de réflexion quant à la complexité. Il n'y aurait pas d'un côté ceux qui seraient attentatoires à l'animal et les autres les protecteurs. C'est plus subtil. Et ce que je voudrais ici apporter comme réflexion, c'est de montrer que ce n'est pas si simple. Quand je dis que c'est plus subtil, c'est que je voyais, vous avez peut-être vu la une d'un grand journal
ces derniers jours où l'on voyait un ours et la chasse à l'ours presque lancée par les éleveurs, c'est récurrent, hein, de moutons, lesquels sont atteints, ont des dépressions graves. On lisait un témoignage très très troublant de la part de l'un de ces bergers qui avait perdu plus de 150 de ses brebis, qui s'était jeté dans le ravin étant poursuivi par un ours. Donc sa sensibilité à l'égard des animaux avec lesquels il vit, non pas comme il les perçoit pas seulement comme des biens et des choses qu'il va vendre, mais il y a un rapport émotionnel important, et ce rapport qu'il a est troublé non pas par un être humain seulement, mais par un autre animal qui lui fait l'objet également d'une protection, et d'autres personnes qui lui octroient ce statut particulier. Donc première idée. Deuxième changement, c'est l'augmentation de la vulnérabilité. Là, je dirais plus seulement de l'animal au singulier, mais des animaux. Et là, c'est la problématique de ce que nous vivons, la 6e extinction des espèces. Il n'y a pas de débat sur ce point. C'est le rapport de l'équivalent du GIEC en matière de biodiversité, l'IPBES, qui nous dit que nous en sommes au niveau de l'extinction des dinosaures pour des causes légales et illégales. Légales, je pense évidemment aux activités humaines qui ont cette activité, pour reprendre les termes de Florence Burga, mortifère d'une certaine manière, mais aussi illégale, les trafics qui se multiplient. J'étais dans un aéroport à Pékin ces derniers temps et on voyait des images d'animaux nous montrant l'animal le plus trafiqué, le pangolin. Je rappelle qu'en termes de bénéfices économiques, la criminalité environnementale est au 4e rang des trafics les plus lucratif après la drogue, les êtres humains et la contrefaçon. Et en politique, là aussi, sur cette vulnérabilité de la biodiversité animale qui entraîne aujourd'hui plus d'attention, on voit la vague verte des élections qui vient d'apparaître. Alors, à cet égard, quel remède ? On parle du droit. J'aimerais évidemment qu'on ait à l'esprit que les remèdes sont certes et peuvent certes être des remèdes juridiques, mais pas seulement, et que lorsque ce sont des remèdes juridiques, ces remèdes peuvent être à degré de normativité variable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que du soft ou que du hard. Je crois que c'est une graduation, d'une densification normative, et qu'il y a une pluralité de forces. Par exemple, on sait à quel point les informations qui sont délivrées par les entreprises, qui sont des informations extra-financières, ont pris une place considérable, soit pour les questions sociales et environnementales, et pourquoi pas demain des obligations d'information extra-financière qui concerneraient le comportement de telle ou telle entreprise à l'égard de l'animal. Je pense par exemple à celles et ceux qui font dans la cosmétique et qui déclareraient, elles le font certaines spontanément, mais est-ce qu'une réflexion, il y a une obligation, ne serait pas envisageable ? Alors, il n'est pas question de cela aujourd'hui, on nous parle de personnalité. Personnalité de l'animal, personnalité de la nature, et d'ailleurs, comme le disait le professeur Marguenot, les deux problématiques sont en ce moment, et les deux mouvements de personnification sont présents dans le monde entier. Moi, ce que je relève, pour avoir travaillé sur la réparation du préjudice écologique à la suite du naufrage de l'Erika, ce que je relève, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes qui travaillent sur et qui œuvrent à la question de la personnification de la nature et à la personnification de l'animal. C'est tout à fait intéressant. Il s'unirait, peut-être aurait-il des arguments les uns et les autres pour être plus forts, mais je relève cet élément qui est certainement le révélateur de ce que ce n'est pas aussi simple. Faut-il d'ailleurs imaginer que reconnaître la qualité de personne à la nature, ce serait également en creux reconnaître cette qualité à l'animal, ou faudrait-il le détailler ? Alors, la poussée est certaine, je dirais, davantage pour la personnification de la nature vue globalement que pour les animaux pris individuellement, parce que les décisions sur l'orang-outan, les dauphins finalement, ou l'ours par la Cour suprême colombienne en 2017, ne sont pas si nombreuses. Alors que celles qui relèvent de la reconnaissance de la personnalité à la Pachamama en Équateur, ou bien ailleurs au Gange ou à l'Himalaya, elles se multiplient. Ça, c'est juste pour révéler que dans les faits, dans la pratique, ce mouvement-là de personnification est plus important pour la nature prise globalement, donc les animaux notamment, que pour l'animal en tant que tel. Alors, évidemment, il y a une force à ça, le discours et la force performative du droit, parce que
juridiquement, la personne est placée supérieurement au bien, et donc elle va avoir un niveau de protection plus fort. Évidemment, ce serait une force. Alors certains, à cet égard, nous rassurent. Certains nous disent, attention, la personnalité de l'animal, la personnalité animale, ce serait une personnalité d'ordre technique. Alors d'autres ici, ils voient, attention, derrière la technique, on nous disait aussi que ce n'était que purement technique de nous dire que c'était un bien. C'est juste pour évoquer que envisager la personnalité animale comme une technique, c'est peut-être se priver de ce que certains n'y voient pas qu'une technique. Le droit purement technique, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir, notamment pour ceux qui y sont opposés. Alors, moi, je crois que ce qui est intéressant, en tout cas, avec cette personnalité animale, c'est qu'elle consacre dans le droit l'éthique animale qui attribue le statut de patient moral à l'animal, c'est-à-dire qui est titulaire de droit, mais pas d'agent moral, qui est titulaire de responsabilité. Je voudrais juste, sans que vous voyez dans mon propos, un propos contre la personnalité morale ou la personnalité à l'animal ou pour. Je voudrais juste faire réfléchir pour vous dire que quand on dit que les jeunes enfants ou les personnes atteintes de troubles mentaux sont des personnes qui ont des droits mais qui n'ont pas de devoirs, c'est faux juridiquement. La Cour de cassation reconnaît depuis bien longtemps que si je suis victime d'un dommage qui m'est causé par une personne incapable, un jeune enfant ou bien un adulte privé de discernement, il me devra une indemnisation. C'est parce que je n'ai pas choisi d'être victime de telle ou telle personne. En revanche, il ne peut pas être coupable. Alors, pour terminer sur ce point, je voudrais juste dire qu'il y a des inquiétudes fortes. Certains se disent on va faire exploser la notion de personne. D'autres disent mais alors, quels animaux concernés? On va les lister? Doit-on faire des listes, des hiérarchies? Ce que l'on aperçoit d'ailleurs dans le mouvement de personnification, c'est pas anodin. On n'a pas personnifié des animaux comme une tarentule. On y voit un rapport qui est un rapport social ou un rapport culturel très fort. Là aussi, pas d'appréciation critique de ma part, si ce n'est qu'une observation. Ce que j'ai dit avec le Wanganui, l'Himalaya, le Gange, révèle également le caractère sacré de l'environnement ici. Alors, faut-il se contenter, je dirais, de cela ou non? Je terminerai alors pour dire que, au-delà même du statut juridique, qui relève de ce que le philosophe Baptiste Morisot appelle l'obsession statutaire, comme s'il y avait un statut magique de l'animal qui ferait qu'il serait protégé beaucoup plus que s'il n'avait pas ce statut de personne. Ce que je voudrais dire, c'est que on ne peut pas avoir à l'esprit qu'on passerait d'un statut tragique, l'animal est une chose, c'est tragique pour l'un, à un statut magique qui est l'animal est une personne, et voilà que son sort en serait absolument lié d'une manière positive. La Pachamama dans la Constitution d'Équateur n'a pas empêché le gouvernement de donner des possibilités de déforester. Et la Cour suprême s'est prononcée en disant « balance des intérêts, c'est possible ». En une phrase, à présent, et pour aller dans le sens de cette philosophie d'une nouvelle éthique, qui serait une nouvelle éthique animale, je crois que cette idée de diplomatie animale, de se dire que nous sommes dans un mouvement de réflexion et de transformation du statut qui pourra mener, ici, dans tel pays, là, dans telle région, à la reconnaissance de la personnalité animale. Peut-être demain, peut-être plus tard. On ne doit pas retarder le débat actuel qui est celui des devoirs de l'homme et du respect et de la responsabilité à l'égard de l'animal qui doit être aujourd'hui et maintenant, et cela n'est pas exclusif de statut. Je voudrais juste alerter, et au moment des questions, si vous voulez, on pourra parler du préjudice écologique, pour avoir contribué à la rédaction de ce texte, le préjudice écologique porté à la nature en tant que tel est dans le Code civil aujourd'hui. Quand à un moment donné, quelqu'un a élevé en disant « Tiens, reconnaître le préjudice écologique dans le Code civil, c'est dire que la nature est un sujet de droit », de suite, on a vu chez les parlementaires le risque de dire « Ah non, moi, c'est pas ça que j'ai voulu. Je n'ai pas voulu ça. » Ce que je veux dire, c'est que on perçoit parfois que les débats autour du statut de l'animal sont des débats qui peuvent être tellement conflictuels qu'ils en oublient ce qui relie et le commun et les points communs entre ceux qui les discutent, qui est renforcer cette protection. Donc gare au conflit et j'encourage à l'alliance entre ceux qui œuvrent pour le même combat. Merci.
Les trois exposés que nous avons entendus, chacun remarquable sur son sujet, montrent bien que là, nous sommes face à une question qui est en débat. Il y avait hier dans Le Monde une grande publicité pour signer une pétition pour la reconnaissance de la personne juridique de l'animal, pétition faite à l'initiative d'une ONG autre que la LFDA. Donc c'est un sujet qui est en débat, et donc j'ouvre très naturellement le débat. Je ne sais pas qui souhaite commencer à ouvrir le feu. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Paul Richier. Je suis un profane en matière juridique, je suis médecin. J'aurais une question essentiellement pour monsieur Marguineau, plus une question accessoire. Ma question principale, c'est depuis la modification du Code civil selon laquelle l'animal est devenu un être vivant doué de sensibilité qui fait partie du régime des biens. A-t-on pu constater, pour autant qu'on ait assez de recul, pour autant qu'on en ait les moyens, une inflexion positive des décisions juridiques ? Question accessoire, on a parlé tout à l'heure du concept de dignité. Monsieur Costa y a notamment fait référence, et je crois que c'est un concept qui fait partie de la Constitution helvétique dans sa version allemande, dignité des créatures. Je voulais savoir si ça a une signification particulière dans la sphère juridique, ce concept. Alors, merci de ces deux questions. Pour la question principale, depuis 2015, il y a eu un certain nombre de conséquences qui ne se sont pas manifestées là où on les attendait le plus. La réforme du Code civil, ça aurait dû entraîner des modifications de réponse aux questions civiles. Ça a plutôt dynamisé la répression pénale. Un certain nombre de magistrats ont pris conscience de ce que les animaux étaient vraiment des êtres vivants doués de sensibilité, et ça a entraîné beaucoup plus de condamnations à la prison ferme pour des actes de cruauté, indépendamment même de la modification ou de la médiatisation de l'affaire. Donc il y a eu une espèce de prise de conscience sur le plan répressif de la réforme du droit civil. Du point de vue civil, il y a eu un certain nombre de conséquences. Il y en a une qui est l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2015, qui est l'arrêt du chien Delgado. C'est une affaire très importante c'est la Cour de cassation, et qui applique l'idée qui est arrivé dans le Code civil, mais sans le citer, puisque l'affaire avait commencé avant la promulgation de la loi. Il s'agissait en deux mots, il s'agissait d'un chiot qui, en grandissant, manifestait des troubles de la vision. Et l'acheteuse, la maîtresse, était fort déçue et avait demandé à ce que l'éleveur professionnel répare, c'est-à-dire rembourse les frais des deux opérations pour chaque œil, ce qui représentait à peu près 2 400 €. Dans le Code de la consommation, il existe une règle suivant laquelle, en cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur déçu a le choix entre le remplacement ou la réparation que je viens d'évoquer. Mais il y a une contre-règle qui donne aux vendeurs professionnels le choix de ramener à la moins onéreuse des deux opérations. Et là, le remplacement du chiot Delgado devenu chien, la nôtre, c'était 800 €. Les deux interventions chirurgicales, c'était 2 400 €. Et le vendeur professionnel dit moi, remplacement. Eh bien, le tribunal d'instance de Vannes, approuvé par la Cour de cassation directement, puisque l'enjeu du litige n'était pas suffisamment important, il n'y avait pas eu d'appel, a dit qu'un animal de compagnie destiné à recueillir l'affection de son maître est un être vivant, unique et irremplaçable. Et s'il est unique et irremplaçable, la solution du remplacement prévu pour les biens de consommation est à exclure, ce qui fait que, du point de vue du droit de la consommation, un animal de compagnie n'est plus
un bien avec des conséquences pratiques, parce que pour les éleveurs professionnels, par exemple, de chats et de chiens, ça peut avoir, et pour le contre-coup du point de vue de l'assurance, ça peut avoir des conséquences fortes. Il y a eu depuis d'autres décisions, notamment une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Poitiers, qui, dans une affaire d'expulsion de fermiers, qui se plaignait de ce que ça aurait des conséquences manifestement excessives devant entraîner la suspension de l'exécution provisoire. Les conséquences manifestement excessives, c'était que les animaux, elles devraient être vendus ou abattus plus tôt. Et le premier président de la Cour d'appel de Poitiers a visé l'article 515-14 du Code civil en disant que même pour des animaux destinés à l'alimentation humaine, eh bien, l'expulsion devait s'accompagner de la prise en considération de leur sort, de manière à ce qu'ils ne soient pas abattus immédiatement. Bref, on sent qu'il y a plein d'autres affaires où ça commence à bouger. Je vous disais tout à l'heure que les juges sont comme des chiens chassant le hérisson. Ils ne savent plus exactement par quel bout prendre les questions. Il y avait une question subsidiaire, c'était la question de la dignité. Oui, la question de la dignité, c'est une question qui, s'agissant des êtres humains, est une notion qui a eu son heure de gloire il y a une vingtaine d'années, depuis la fameuse affaire du lancer de nain. Je crois que même pour les êtres humains, c'est une notion qui, du point de vue juridique, a un petit peu de plomb dans l'aile, même s'il y est fait référence assez régulièrement. Je parle sous le contrôle de Monsieur le Président Costa. Dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, le mot dignité ne figure jamais. Ensuite, un certain nombre d'arrêts CRSV contre le Royaume-Uni ont affirmé que la dignité et la liberté étaient les deux fondements de la Convention, mais il y a des raisons sans doute profonde, qui explique que la Convention européenne des droits de l'homme ne fasse aucune référence à la dignité, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 2 ans plus tôt, commence par la dignité de la famille humaine. Bon, sur la question de la dignité par rapport aux droits de l'homme, il y a déjà beaucoup à dire. Si vous permettez, vous parlez aussi devant Robert Badinter, qui était président du Conseil constitutionnel, lorsqu'a été rendue la décision en 1994, qui a fait de la dignité humaine un principe de rang constitutionnel en se référant au préambule de 1946. Mais je ne le je ne veux pas ouvrir tout le débat sur la dignité humaine. Mais je ne le conteste pas. Mais c'était pour dire que déjà, du point de vue de la dignité humaine, c'est un petit peu difficile et contesté. Et du point de vue du droit européen des droits de l'homme, il y a des choses bizarres. Pour transposer ce concept aux animaux, c'est encore plus complexe. Il y a un auteur qui s'appelle Pierre-Jérôme Delage qui a inventé le concept d'écéité, qui serait pour les animaux l'équivalent de la dignité. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Je ne saurais pas vous dire. Merci beaucoup. D'autres questions? Madame. Bonjour, Muriel Falaise. J'ai des questions qui sont susceptibles d'avoir des réponses de la part des ensembles des intervenants. Vous faites référence à la notion de devoir de l'homme à l'égard de l'animal et vous faites également référence à la possibilité de la reconnaissance d'une personnalité juridique. Est-ce que cette nouvelle catégorie ne permettrait pas de faire prendre conscience aux hommes de la nécessité de ces devoirs et également de mettre un terme à cette différence de statut entre l'animal, qu'il soit domestique, qu'il soit sauvage, parce qu'il y a quand même une incohérence. Un animal, s'il est sauvage captif, va pouvoir bénéficier de certaines dispositions protectrices, notamment des dispositions du Code pénal, alors que s'il a la chance d'être sauvage, il ne sera pas appréhendé en tant qu'individu, mais sous le prisme de l'espèce, et à ce titre-là, du coup, ne bénéficiera pas de ces dispositions. Donc, est-ce que ça ne serait pas une technique, parce que la personnalité juridique, effectivement, non humaine, va être une technique d'organisation, est-ce que ça ne permettrait pas de présenter cet intérêt qui est effectivement de conférer à l'ensemble des animaux la reconnaissance d'une sensibilité et d'un certain nombre de devoirs à leur égard? Merci. Techniquement,
techniquement, ça n'a fait aucun doute que attribuer la personnalité juridique à l'animal, de manière globale, rehausserait le niveau de protection que cela implique. Mais ce n'est pas aussi simple parce que cette personne, cette nouvelle personne, serait mise en perspective avec des intérêts contradictoires, conflictuels d'autres personnes qui peuvent être humaines ou non. Je prenais l'exemple de l'ours et des brebis, par exemple. Tout ça pour dire que cela mènerait à régler un conflit de valeurs, un conflit de droits, avec des règles de proportionnalité qui devraient au cas par cas être tranchées. Moi, mon propos était d'ordre pragmatique ici et maintenant, indépendamment d'une reconnaissance absolument possible techniquement, éthiquement également. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ici, dans notre culture, non pas française, mais de métropole, ça ne semble pas être la majorité qui va en ce sens, j'ai bien dit aujourd'hui et maintenant, et qu'il n'y a pas lieu d'attendre cet horizon à moyen terme ou à long terme pour trouver quels sont les biais, et notamment juridiques, qui pourraient très facilement permettre d'accroître ce niveau de protection. J'ai donné un exemple avec les obligations d'information de certaines entreprises. On peut imaginer la Constitution également, parce qu'on en a un tout petit peu parlé, mais dans de nombreuses constitutions étrangères, la référence est faite à la prise en compte de l'animal comme être sensible. Et ça signifierait que pour les États et pour les personnes privées, le devoir à leur égard serait plus fort que lorsque c'est seulement dans la loi. Alors, il y a des projets de réforme en ce sens de la Constitution, vous savez, pour y faire entrer aussi le climat, mais enfin, ça a l'air un peu bloqué, tout ça. Jean-Pierre Marguenot. Je ne sais pas quoi ajouter, sauf à intégrer les éléments que j'avais prévus dans ma deuxième partie. Je crois que je peux en faire peut-être un petit résumé. Par rapport à ce que vient de dire Laurent Néré, je ne sais pas si la société civile française est si hostile que ça à la personnification juridique des animaux. J'ai cru voir que la campagne lancée par l'autre association ou fondation se référait à un sondage établissant que 66 ou 70% des Français étaient favorables à la personnalité animale. Donc c'est peut-être pas aussi figé que ça. Et j'insiste peut-être sur cette notion de personnalité animale qui me permet de revenir à ce qu'avait dit monsieur le bâtonnier Albert Brunois, qui est le premier à en avoir parlé. Et je crois que la notion de personnalité animale, du point de vue de la faisabilité, elle est assez importante parce que d'abord, ça permet de resituer la question en termes de droit français. C'est mieux que la personnalité juridique non humaine, qui est une transposition anglo-saxonne qui n'est pas forcément adaptée à nos systèmes romano-germaniques. Et puis c'est une définition négative. Et en droit, on tire toujours plus d'une définition positive que d'une définition négative. Personnalité animale, ça serait adapté à l'infinie diversité du monde animal. C'est ce qui est très difficile pour un juriste qui s'intéresse au droit concernant les animaux, c'est qu'il y a une telle diversité du monde animal, du ciron à la baleine bleue, du corail au guépard, de l'éponge et comment s'appelait-il cet ours du zoo de Berlin qui était devenu une vedette nationale au caïman Gustave qui aurait, paraît-il, englouti 200 êtres humains. On parle jamais du même animal. Et c'est toujours le grand écart et c'est toujours difficile d'apporter une réponse unique face à une telle diversité. Eh bien, la personnalité animale permettrait de s'adapter au particularisme de chaque espèce, de chaque individu, de chaque contexte, et ça serait une personnalité juridique technique. Et je crois que Laurent Néré y faisait allusion il y a un instant, dans toute personnification, il y a une part symbolique et une part technique. Et reconnaître la personnalité juridique aux animaux, quelles que soient les précautions qu'on prendrait, ça aurait une portée symbolique qui pourrait être mal interprétée. Mais il y a aussi
un aspect technique. Il faut que ça serve à quelque chose. Eh bien, la personnalité technique appliquée aux animaux permettrait de maximiser la portée technique et de minimiser à de justes proportions la portée symbolique, et ça permettrait, ça serait de transposer aux animaux ce qui est déjà prévu pour les personnes morales. La même technique pour d'autres, enfin pour les personnes morales, que je sache, tous les groupements d'êtres humains n'ont pas la personnalité juridique. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Et parmi les groupements qui ont la personnalité juridique, tous n'ont pas la même palette de droits. On distinguait encore jusqu'à il y a quelques années, et même encore un peu, les associations qui avaient la grande personnalité juridique, qui pouvaient être propriétaires d'immeubles, et celles qui avaient la petite personnalité juridique. Donc il y a une possibilité de doser, d'adapter en fonction des circonstances, en fonction des objectifs poursuivis à un moment donné. Il y a une autre, et là je reviendrai sur ce qu'avait dit tout à l'heure Laurent Néré, et en écho à l'observation de M. Duhamel, suivant laquelle refuser la personnalité juridique, elle est déjà refusée, les devoirs en tout cas sont refusés aux enfants qui viennent de naître. C'est vrai ce qu'a dit Laurent Néré, les enfants en bas âge sont civilement responsables depuis une série d'arrêts de 1968, je crois, mais c'est vrai pour la personnalité des enfants, mais ce n'est pas vrai pour les personnes morales techniques. Il existe en droit français aujourd'hui des personnes morales qui ont des droits et qui n'ont absolument aucun devoir. C'est le cas typique qui m'a été soufflé par mon collègue Philippe Régnier de la masse des obligataires dans les procédures collectives. La masse des obligataires a des droits de nature procédurale, mais n'est tenue strictement à aucun devoir. Et c'est important cet aspect franco-français, puisque le combat de Stephen Wise devant les juridictions nord-américaines pour faire reconnaître la qualité de personne juridique non humaine aux grands singes, notamment, elle s'est heurtée jusque-là à cet obstacle. La Cour suprême de l'État de New York a dit à Stephen Wise « Ah, mais reconnaître des droits sans corréler avec des devoirs, on ne sait pas comment faire. » Mais nous, on sait comment faire. La personnalité juridique technique peut conférer des droits sans imposer corrélativement des devoirs. Merci. Florence, non, je n'ai rien à dire. Donc, je vais donner la parole à Loïc Dombreval, député et président du groupe, alors je ne me souviens plus de son titre exact, mais de défense des animaux à l'Assemblée nationale, qui joue un rôle majeur aujourd'hui. Et ce sera, compte tenu de l'horaire, la dernière question avant les réponses de la tribune, puis la conclusion de Robert Badinter. Merci, Monsieur le Président. Je vais paraphraser ce qu'a dit Olivier Duhamel tout à l'heure, en disant qu'il y a effectivement des positions de principe et des positions politiques pratiques. Sous le contrôle de mon collègue André Valigny, sénateur, je peux vous dire qu'au sein des hémicycles, que ce soit celui de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il y a un niveau de connaissance sur la question qui concerne pas simplement le droit à l'animal, mais le bien-être de l'animal en France, qui nous oblige à passer beaucoup de temps à faire de la pédagogie et à les convaincre. On parle de choses très concrètes qui sont aujourd'hui inconnues de la plupart des députés et des sénateurs. Du broyage à vif de poussins. 50 millions de poussins mâles broyés vivants tous les ans en France. De coupe de queue, des porcelets, de castration à vif des petits cochons. Du non-étourdissement des animaux dans le cadre des abattages rituels. De l'abandon des animaux de compagnie pour laquelle la France a un record. De toutes les lois, de tous les règlements qui sont au fond existants en France, qui pourraient protéger l'animal, mais qui ne le protègent pas en pratique. Et il y a donc là une vraie question. Et moi, la question que je me pose, et la question que je veux poser aux personnes présentes à la tribune, c'est: pouvez-vous nous fournir à nous, parlementaires, des argumentaires très serrés, très très convaincants, qui vont nous permettre de convaincre à notre tour nos collègues que de nouvelles lois et de nouveaux règlements, et qu'une évolution législative majeure
comme celle que vous proposez va permettre de résoudre l'immense majorité des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, auxquels sont confrontés les animaux aujourd'hui dans leur quotidien, dans leur bien-être. Je donne la parole aux intervenants très brièvement, parce que je voudrais aussi ajouter un mot de réponse à la remarque du député d'Ombreva. Monsieur Marguenot, Monsieur Nérès, s'il le souhaite, et Florence Bloga, si elle le souhaite. Et je ne voudrais pas donner l'impression de monopoliser la parole. Florence n'a encore rien dit. 2 minutes. 2 minutes. Pour faire avancer concrètement les choses face aux graves difficultés que vous soulevez, monsieur le député, c'est peut-être pas en passant par la reconnaissance de la personnalité juridique de telle ou telle variété d'animaux qu'il faudrait en venir directement. Il y aurait peut-être d'autres choses plus concrètes à faire, mais qui passent plutôt par le droit pénal. Il y a la question de l'extension de la protection contre les actes de cruauté aux animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle. Là, il n'y a strictement rien. Et puis, il peut y avoir toute une série de dispositions plus concrètes qui relèvent aussi du droit pénal. On a parlé longuement de la corrida tout à l'heure. La corrida est interdite en France. Mais bénéficie d'une dérogation. Et bénéficie de ce qu'on appelle une immunité. Ce qui fait que c'est toujours une infraction, mais ce n'est pas poursuivi. C'est pas tout à fait... Donc, on peut passer par le droit pénal pour faire disparaître cette immunité. Et puis, il y aura aussi toute une série d'autres questions. Il y aurait une question d'actualité. On a parlé de l'expérimentation, une question grave et sensible. Il a été question des méthodes alternatives. Et certains ont dit oui, mais s'il y a des méthodes alternatives, d'accord, mais les méthodes alternatives, il faudrait d'abord rechercher loyalement et efficacement si elles existent. Or, j'ai bien conscience que les moyens mis en œuvre pour rechercher les méthodes alternatives sont très modiques. Et ça serait peut-être un pas qui passerait peut-être pas par une véritable loi, mettre en place des moyens pour rechercher des méthodes alternatives de manière à pouvoir vérifier si elles sont vraiment opérationnelles ou non. Merci beaucoup. Laurent, un mot ? En un mot, je trouve que d'autres exemples, c'est-à-dire en matière environnementale globale, quand j'évoquais les informations en matière de consommation d'énergie, on sait à quel point d'avoir noté sur... comparaison n'est pas raison, vous allez voir où je vais en venir, d'avoir noté la classe de consommation d'énergie sur l'électroménager a fait que ceux qui étaient trop énergivores ont été naturellement exclus du marché parce que le consommateur ne voulait pas ça. Et je trouve qu'un élément qui peut être intéressant, vous voyez, en y allant progressivement, c'est la fusée à plusieurs étages, c'est que pour faire changer certaines pratiques, encore faut-il donner à voir ces pratiques et aussi les connaître. Et en matière financière, c'est très connu, c'est le reporting pour la bonne santé de l'entreprise, par exemple. Je crois que si on obligeait à faire ce reporting, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour l'État, qu'est-ce qu'il fait, l'État, dans ce cas-là, et qu'ensuite, vous pouviez classer en termes d'impact sur le bien-être animal telle ou telle pratique, cela donnerait à voir une possibilité d'une réglementation d'affichage, par exemple. On sait c'est à la mode. Alors aura-t-on après trop d'affichage, c'est un peu banal ce que je dis, mais on en est loin tout de même, parce qu'on sait à quel point la réputation c'est essentiel, le naming and shaming, et à l'inverse, on a envie de bons élèves. Et les consommateurs ont envie d'agir dans le bon sens. Simplement, ils ne peuvent pas complètement et on ne peut pas tous le faire parce qu'on ne sait pas. Et là, le législateur a quelque chose à faire. Merci beaucoup. Moi, je vous dirais simplement, monsieur le député, que si vous pensez que je peux apporter quelque chose à la rédaction de cet argumentaire, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Moi, je voulais faire une dernière remarque avant de remercier les intervenants de cette table ronde.
c'est de dire qu'effectivement, je pense qu'il serait bon que nous, organisations de défense des animaux, en nous aidant d'experts, nous puissions aller au-delà d'un colloque comme aujourd'hui, où on aborde beaucoup de sujets en peu de temps, pour vous donner, à vous législateurs, des éléments concrets qui permettent de faire avancer les droits des animaux ou de faire développer les devoirs de l'homme à l'égard de ces êtres vivants sensibles. Et donc, je souhaite vivement que nous nous attelions à cette tâche où je crois qu'effectivement, il y a une attente qui n'existait pas de la même façon il y a 5 ou 10 ans et dont il serait très dommage de ne pas tirer parti pour améliorer et le droit et l'éthique. Voilà, je remercie encore les membres de la tribune.